Salut Arnaud, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Mais ça va très bien, merci. Je suis content de te retrouver ici. Bah pareil, ça fait plaisir. Ça fait Euh, plaisir. Arnaud, je pose souvent la même question, mais on va commencer par cette question. Bienvenue dans De Nouveaux Rêves, cette émission où on parle de Bah, nos merci à rêves, toi. on parle de ce qu'on a fait. C'était quoi quand t'étais petit ton rêve? Quand j'étais petit, mon rêve, alors petit, c'était quand j'étais petit, c'était d'être vétérinaire. Ok. Je pense comme le rêve de Ouais, j'ai beaucoup voulu être plutôt d'enfants. aussi, ouais. Et puis après, quand j'ai grandi, mon rêve, c'était de partir aux États-Unis. Voilà, Ok. faire quelque chose un jour aux États-Unis. C'était mon rêve. Et spoiler, ça a été fait. Et ça a été fait. Ça a été fait à un moment. J'ai réalisé mon rêve. Je dis Donc souvent que maintenant. ce qui m'intéresse chez les personnes, c'est les parcours. Hum, C'est savoir un petit Ouais. peu, donc je te propose qu'on retrace un petit peu ton parcours. Bien sûr, Déjà, avec pour plaisir. te présenter très rapidement, si tu devais te présenter à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois, comment est-ce que tu te présenterais? C'est une bonne question. Non, j'ai commencé, on va dire, moi j'ai commencé simplement en étant employé de magasin. Ouais. Et puis après, la vie a fait que je suis parti vers d'autres aventures et je suis tombé par hasard dans le milieu de la nuit à 27 ans. Donc voilà. Donc, Voilà. Arnaud, du monde de la nuit, Mhm. responsable gérant de discothèque. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. De- Donc j'ai eu la chance d'ouvrir une première discothèque en 2004 Ok, à Thionville. Donc ça s'appelait le Night à l'époque. J'avais ouvert ça avec un ami à moi qui s'appelle Olivier. mhm, Donc j'ai revendu cette discothèque en 2010 et j'ai refait un autre établissement de nuit en 2012 qui s'appelait le Club le à fameux. Metz. Le fameux. Le En fameux. tout cas pour moi le fameux. Le fameux. Et donc j'ai revendu en 2017 et en 2017 je suis parti aux États-Unis à Miami. Comment est-ce que comment est-ce qu'on est touché par la nuit? Pourquoi est-ce que... Parce que tu viens de me dire que tu as commencé en tant qu'employé de magasin. Ouais, Qu'est-ce tout à que tu fait. faisais comme travail? J'étais employé, je faisais les inventaires, l'étiquetage. Dans quel genre de magasin? C'était une solderie qui s'appelait Faillite et Saisie sur la Zac Denis, juste à côté. Ok, faillite et saisie. Faillite et Saisie, en fait, on recevait tous des magasins qui faisaient faillite, on achetait leur stock. Finalement, le Action de l'époque, le C'était un Stockomanie, peu ça, bien sûr. C'était un peu à Foire Fouille, Stockomanie, l'action de l'époque. Donc voilà ce qu'on faisait, en fait. On était approvisionné avec des saisies de douane ou des choses comme ça, en fait. Ok. Et donc voilà, je mettais en rayon, je déchargeais les camions, tout ça, quoi. Et à côté de ça, tu sortais? C'est comme ça que tu Et découvert la nuit? non, alors là, je sortais pas beaucoup à ce moment-là. Je faisais de la batterie dans un groupe, enfin Ok. un peu avant, et j'ai continué un petit peu encore quand j'étais employé de magasin, mais je faisais de la batterie dans un groupe. Et donc on faisait des petits concerts dans des petits bars, bon, pas des trucs de ouf, hein, mais bon, c'était mon bonheur en fait. Moi, j'aimais la musique, j'aimais voir même il y a 10 personnes, 15 personnes, mais j'étais content, voilà, de pouvoir jouer ma musique. Et puis j'ai fait ça plusieurs années, et puis voilà en fait. Ok, alors moi j'essaie de trouver la transition entre Arnaud, batteur, c'est ça? Batteur, exact. Batteur dans un groupe de musique Oui, qui s'appelait à l'époque Mother Funker. Mother Funker. Funker, Les Mother Funker. exactement. On peut retrouver peut-être sur Spotify et sur YouTube. Il y a pas Oh, des trucs ça qui m'étonnerait, je pense On pas. va- C'était il y a longtemps. Oui. C'était il y a longtemps. Et après les Mother Funker, comment est-ce qu'on passe au Bah, Night, c'est ça? Alors, après les Mother Funker, bon, le groupe s'est arrêté, je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai ouvert entre-temps, j'ai ouvert un magasin qui faisait de la pièce automobile. Ok. Et pendant ce magasin-là, après, je me suis construit un réseau de clients qui sont devenus un peu des potes et des amis et tout ça. Et à partir de là, c'est seulement à partir de là que j'ai commencé à sortir en boîte de nuit. Ok. Donc, je devais avoir 21 ans, quelque chose comme ça. Et donc, la première fois que je suis sorti, c'était à l'époque à l'Excess. À l'Excess. Ouais, à l'Excess. À c'était Saint-Harold? Non. Non, À Metz? À Metz, ouais. Ok. Ah oui, Et c'était en qui était Zach Denis. 2000, Je en peux pas mettre, je vais 2000. remettre ton micro un petit peu. Ah, vas-y. Je vois que tu... Pardon. Mais c'est pas grave. On est bon. Ouais. Donc du coup, à l'Excess. À l'Excess, voilà, c'est là que je sortais. Donc j'étais avec mes amis. C'était notre sortie du samedi soir. Donc voilà, on allait à l'Excess. C'était dans les années 2000, quelque chose comme ça. Ok. Et c'est à partir de là que j'ai découvert un peu le monde de la nuit, en fait. Et toutes les lumières et tout ça, en fait. Les strass, les paillettes. Ouais, un peu ça, ouais. Ok. Exactement. Et comment est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux faire danser les gens.
faire vivre une expérience, faire Ouais, bah, oublier les problèmes, parce qu'avant tout, c'est ça la nuit finalement. C'est ouais, tout à fait. le moment Ouais. où on se vide la tête, où on oublie ses Ouais, problèmes de la on semaine. oublie tout, exact, tout à fait. Ouais. Comment tu fais cette transition-là? Tu te dis, tiens, je vais chercher une boîte de nuit à acheter, je vais construire ma première boîte de nuit. Non, C'est une opportunité. non, ouais, ça a été une opportunité. Je veux dire, je suis sorti plusieurs années dans cette boîte de nuit et je me suis jamais dit à un moment, je vais acheter une boîte de nuit ou quoi que ce soit. C'était vraiment un concours de circonstances, des rencontres, et qui ont fait que un jour j'ai appris que cette boîte de nuit était à vendre. Ok. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai un peu d'argent de côté, je peux peut-être faire quelque chose, donc je vais voir si c'est possible ou pas. Mais c'est surtout des rencontres qui ont fait que voilà, j'étais amené un peu dans cette voie. Mais c'est vrai qu'avant, je m'étais jamais dit, je vais faire une boîte de nuit, quoi que ce soit, jamais. Mais à ce moment-là, enfin, je me permets, mais tu sais pas comment ça se passe, la gestion d'une boîte de nuit. Non, pas du tout, non. Parce que, Non, mais pas du tout. Souvent, quand on est client de boîte de nuit, Ouais, on voit juste que il y a des serveurs qui t'apportent la bouteille que tu as Oui, commandée bien sur une sûr. table, tu vas danser, mais on voit pas en fait tout le back-office Non, exact. Et qui en doit fait, juste être incroyable. Oui, en fait, on se rend pas compte, c'est vrai, mais par rapport à ça, j'ai rencontré un des associés de l'Excess, justement, Olivier. Ok. Et on a discuté, et puis bon, je lui ai dit que moi, je serais peut-être intéressé pour reprendre l'établissement avec lui. Parce que lui, forcément, il connaît le métier, il connaissait le métier, moi, je connaissais rien. Et bon, lui était partant pour. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ok. Mais comme on avait déjà commencé à bosser sur un concept, sur des plans, sur des choses comme ça, je lui ai dit, c'est pas grave, on fait pas cette affaire, mais on va trouver un local et on fera une boîte de nuit, une nouvelle boîte de nuit. Ok. Voilà, mais je l'ai fait avec lui, parce que Olivier connaissait le métier, et moi, c'est vrai que je connaissais rien, et c'est compliqué. C'est Ok. compliqué, point de vue client et point de vue employé, patron, ça n'a rien à voir. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Olivier, c'est comme ça que j'ai commencé dans la nuit, en fait. Et donc, j'ai tout appris par Olivier. Et donc là-dessus, vous partez à Thionville Là-dessus, on part à Thionville. pour ouvrir le night à Thionville. Exactement. Ok. Donc, on part là-dessus, on trouve un local vide, donc il y a les murs, le toit, la dalle, et rien, il y a tout à faire. Donc c'est un ancien Castorama donc, qui avait été réhabilité, donc il y a tout à faire là-dedans. Donc on part d'une feuille blanche, Ok. on se met avec Olivier, on part d'une feuille blanche et on dessine la boîte. Voilà, on dessine ce qu'on va faire. Jouer Et au on est parti Sims, comme ça. Mais Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et donc voilà, et donc au fur et à mesure, tout s'est fait, les licences et les autorisations, on a monté la boîte et on a ouvert en 2004. Ok, donc là, c'est ta première boîte de Là, nuit. c'est la première boîte de nuit, voilà, le Ça s'appelle Night. le Night. Et Ouais. comment sont les retours? Ça marche? Ça marche bien, ouais. Non, ça marche super bien. Vendredi, samedi, pour l'époque, on cartonne parce que moi, j'aime bien tout ce qui est lumière, j'aime bien l'entertainment, j'aime bien le show, j'aime bien le visuel. Et c'est vrai qu'on misait beaucoup là-dessus. Et donc, on marche bien. On marche bien, et si bien qu'on a l'opportunité de rouvrir un night, enfin de reprendre une boîte de nuit, l'ancienne Excess qui était devenue le Cube, Ok. qui Donc était... ouais, toi, t'as loupé l'Excess. Voilà, exact. Parce que quelqu'un d'autre t'est passé devant, peut-être. Exact, tout à fait, ouais, T'as c'est ouvert ça. le Cube. Exact, et c'est ça. Toi, t'as ouvert le Night, ça a marché. Oui. Le Cube, ça a pas marché. Non, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est que l'exploitant a voulu vendre, et puis Ok. j'ai dit, il y a peut-être un truc à faire, et donc, en fait, on avait Night à Thionville, et on a repris le Cube, et on a fait le Night à Metz. Et donc, moi, je m'occupais de Thionville, et Olivier s'occupait du Night à Metz. Ok. Voilà. Donc, au final, on est arrivé au point de départ. Point de départ. Chacun sa boîte. Exactement. Ok, d'accord. C'est ça. Ensuite, je me rappelle parce qu'on en a déjà parlé. C'est à ce moment-là où toi, t'as un petit problème de santé. Ouais. Où il y a un moment où il faut se Ouais. calmer quand même. Ouais, j'ai eu un problème de santé en 2010. Ouais. Et bon. Donc à ce moment-là, t'as encore le Night à Metz, t'as encore le Night à Thionville. Non, entre-temps, on avait revendu le Night à Metz. À Metz. On avait d'accord. gardé que le Night à Thionville. Ok. Et j'ai un problème de santé. Et là, je me dis, il y a un choix à faire. Et j'ai décidé d'arrêter le Night à Thionville Mhm. et de passer à autre chose, en fait. De passer à autre chose. Et puis, voilà. Donc là, on est en 2010. Ça En fait 2010, 6 ans ouais. que t'es patron de boîte Ouais. de nuit au pluriel. Tout à fait, ouais, c'est ça. Finalement, ça fait 6 ans que tu ne fais plus que ça. Ouais. Est-ce que déjà, première question que tout le monde se pose, quand on est patron de boîte de nuit, du coup, on dort le jour, on vit la nuit toute la semaine? Non, parce que le succès du week-end se travaille la semaine.
Donc, alors, c'est sûr que bon, le samedi matin ou le dimanche matin, on ne se lève pas aux aurores, hein, on ne se lève pas à 8-9 heures du matin, mais on va se lever. Moi, je me levais vers midi, 1 heure. Mais le reste de la semaine, c'est la semaine de Monsieur Tout le Monde. Hein. Le lundi matin à 8 heures, on a les réunions, le débriefing de la soirée, ce qu'il faut améliorer, les choses comme ça. Et puis après, on construit le week-end toute la semaine. Donc après la semaine, on vit normalement, à 7 heures, 7h30. Et puis voilà, quoi, on fait les différentes courses, on prépare les soirées, on répare souvent les choses on repeint beaucoup. Surtout que la boîte était blanche, donc on passe pas mal de temps à repeindre la semaine. Mais non, après, sincèrement, on a une vie classique. Après, il y a juste le week-end où voilà, on se réveille un peu plus tard que la normale. J'ai Arthur, qui est un ami à moi, qui est venu exactement sur ce canapé là où tu es en ce moment, Ouais. qui lui travaille aussi dans le monde de la nuit, il est dans le domaine de la restauration festive. D'accord, ok. Et il me parlait, en fait, donc eux sont allés jusqu'à ouvrir une boîte à Marbella. Ouais. Et en fait, on parlait des nouvelles techniques de communication où à l'époque, ils avaient fait un flyer, mais ils avaient du mal. On donne plus des flyers aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait plus. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, tu as beau mettre de la sponsorisation, t'es pas toujours visible. Et du coup, ils avaient réussi à trouver un petit hack. En fait, ils allaient sur la place de Marbella au niveau du Vieux-Port, là où il y a tous les touristes. Ouais. Et en fait, ils avaient activé leur airdrop. Ouais. Et tous les iPhones aux alentours, ils envoyaient le airdrop et c'était une invitation VIP pour ne pas payer l'entrée de soirée. C'est pas con, c'est intelligent. Hein. C'est pas bête. Si on se remet entre 2006 et 2010, à l'époque, comment ça fonctionne la communication de la boîte de nuit? Parce que t'as pas les réseaux sociaux, pas trop. Pas trop, il y a un peu Facebook, mais pas beaucoup. Comment est-ce que tu te fais connaître? Comment est-ce que... C'est simple, on avait un site internet, à l'époque on avait un photographe qui mettait tout le temps les photos des week-ends. Ok. Il y avait aussi à l'époque des sites qui s'appelaient Tiliette ou des choses comme ça qui mettaient WeMove, voilà exactement, et qui mettaient les photos des soirées. Il y avait ce moyen-là. Et puis nous on flyait. De 2004 à 2010, on était encore à l'époque, il n'y avait pas trop d'Instagram, il y avait un peu Facebook, mais on flyait, on allait coller des affiches à Metz. Okay. Avec Olive et tout ça, c'était rigolo. Mais ouais, c'était beaucoup ça, en fait. Du flyage, les sites internet qu'on alimentait en photo. Du flash, c'est quoi? Vous allez dans la rue? On allait dans les magasins. Non, pas dans la rue, parce qu'après, les gens, ils les jettent par terre. Ouais. On allait dans les magasins, on leur laissait un paquet de fly, on mettait quelques bracelets pour les entrées gratuites, parce que bon, à l'époque, les entrées étaient payantes. Ça se fait moins, mais les entrées étaient payantes. Et donc voilà, c'était comme ça, quoi. Un peu d'affichage. Des flyers qu'on déposait dans les boutiques, alimenter en photo notre site internet, Facebook, et puis de temps en temps quelques petits spots radio quand on avait des soirées un peu sympas, des spots radio sur Énergie ou Fun Radio, des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on moi à l'époque, Instagram, tout ça, c'était pas encore développé comme c'est maintenant, quoi. Ce qui est indispensable maintenant, évidemment. Ce qui est indispensable. On reprend un petit peu donc 2010, donc au moment où tu t'es séparé du Night à Thionville, t'as plus que le Night à Metz. Non, tu t'es séparé du Night à Metz, t'as plus que le Night à Thionville. Et donc là, petit souci de santé. Ouais, petit souci de santé. Tu lâches du coup le Night à Thionville. Ouais, exact, tout à fait. C'est quoi, c'est Olivier qui le garde? Non, on a arrêté. Ok, vous avez arrêté. On a arrêté. Je me souviens encore la dernière soirée. Bon, ça va faire peut-être rigoler, mais c'était une soirée disco. Okay. Au moins, on est parti dans la bonne humeur, dans une bonne humeur générale. Et la dernière soirée, donc on a fait une soirée disco et avec Olive et avec quelques-uns du staff. On est parti dans le sud le matin même, en fait. Okay. Le matin même, on est parti dans le sud. On a passé une semaine, 10 jours de vacances ensemble. Et puis voilà. Donc, Quand tu rends les clés du Night à Thionville, alors bien sûr, tu as tes soucis de santé et penser à soi, je pense que c'est le plus important. Ouais. Mais et puis, des fois, tu n'as juste pas le choix. Ouais, c'était compliqué. Il y a eu ça. Et puis après, au Night à Thionville, c'était comment dire, c'était... on a quelques soucis avec des bastons, des choses comme ça. Donc, il y avait un tout qui a fait, je dis, ouais, j'en ai ras-le-bol. Là, c'est en train de me bouffer la santé. Voilà, et à ce moment-là, du coup, pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu veux faire une fois que tu t'es reposé? Tes soucis de santé se sont arrangés? Ouais. Mais ouais, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. On a fait de la tuyauterie, c'est bon, on a fait de la plomberie, tout est bon. Et donc, une fois que t'es remis, tel Iron Man, une fois que t'es remis sur pied, qu'est-ce que tu veux faire? Tout de suite, c'est du coup, allez, je reprends une boîte de nuit, c'est reparti? Non, tout de suite, au début, j'étais parti, tout de suite, je voulais faire quelque chose, ça c'est clair. Mais je m'étais dit boîte de nuit. Entreprendre, ouais, c'est clair, ça c'est clair. Je voulais entreprendre. Alors, moins dans la folie de la nuit, parce que bon, ça m'avait causé peut-être des soucis de santé, c'est peut-être pour ça que voilà, j'ai eu ces problèmes.
mais peut-être quelque chose d'un peu plus soft. Je partais plus sur de la restauration festive que sur la boîte de nuit. Et en fait, si tu veux, je travaillais sur ce projet. J'avais acheté un petit logiciel 3D, mais vraiment basique, où je dessinais le truc, je mettais les tables, les machins. Et au fur et à mesure, en fait, le resto festif, il s'est transformé en boîte de nuit. Et je me suis retrouvé en face de moi, devant mon ordi, avec une boîte de nuit. Je dis, bon, bah, allez, hop, on remet le couvert. Et puis voilà, c'est maintenant la tuyauterie, tout est réparé, donc on va repartir là-dedans, puis c'est tout. Et donc là, tu retrouves un local. Là, j'ai retrouvé un local. À Ogny, à côté de chez Exactement, tout à fait, ouais. Et donc là, pareil, c'est donc on pète tout à l'intérieur. C'est un restaurant chinois. Ok. On casse tout et on se retrouve pareil avec le sol, les murs, le toit. Et puis moi j'avais mon petit plan, mais c'était pas un plan d'architecte. Mais j'étais voir mon architecte, maître d'œuvre. Je dis bon, voilà ce que je veux. Maintenant il faut le faire il faut déposer un permis pour ça. Il faut le faire en vrai. Enfin parce que voilà ce que j'aimerais. Il faut le faire en vrai. Et donc voilà, on est reparti là-dessus. Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est que au final, ça rendait vraiment ce que j'avais fait. C'était marrant, c'était de le voir en vrai, c'était vraiment impressionnant. Mais donc voilà, donc on est reparti boîte de nuit pure, le club, voilà, avec ouverture en 2012, 2 ans après. Il y a un moment où tu me dis, et c'est super intéressant, bon, j'avais des petits soucis à Thionville, bon, il y avait de la bagarre, il y avait une clientèle, il y avait... C'était compliqué. Du coup, tu apprends tes erreurs. Bien sûr, ouais, ça c'est. Et du coup, comment est-ce que tu revois le club, enfin, quand tu refais le club, du coup, à quoi tu penses pour éviter ces soucis-là? Et est-ce que tu te dis, il faut que je fasse quelque chose de plus petit? Est-ce que pour pouvoir être plus sélectif? Comment ça fonctionne un petit peu à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, alors la première chose, c'est je me dis, c'est parce que le night à Thionville, c'était 1000-1500 personnes. C'est dit faire quelque chose de plus petit. Voilà, je ne vais pas repartir sur une usine comme ça. Donc, j'ai fait un club plus petit où c'est aller 600, 800 grand max. À 800, bon, t'es bien serré. On va dire aller à 500-600, c'est bien. Et ça permet d'ouvrir moins les portes et d'être un petit peu plus sélectif à l'entrée. Et donc, de voir les gens qui peuvent poser problème. D'être plus sélectif, ça, d'avoir une sécurité avec des gens compétents, très importants, et puis d'être un peu plus sélectif à la porte, pas le choix. C'est quoi une sécurité compétente? C'est des mecs qui ont des grandes mains pour mettre des grandes baffes? Non, ça c'était à l'époque. Non, il faut toujours quelqu'un qui en impose un peu à l'entrée, mais c'est des gens, je pense que il faut des gens, respectueux et polis, qui explique les choses. Je pense que c'est important. C'est plus comme il y a 10 ans, ou 10 ou 20 ans, où on se prenait justement, comme tu dis, des baffes dans la tronche si on n'était pas content. Je pense qu'il faut... Maintenant, le métier de portier, c'est beaucoup plus spécialisé, professionnalisé. Maintenant, il y a des formations. Les gens qui ont des établissements sont obligés de suivre des formations spécifiques par rapport à ça. Les gens qui engagent les gens dans la sécurité, il y a une grosse formation qui est longue. Et maintenant, c'est des gens qui savent, qui mettent pas forcément des baffes, mais qui savent maîtriser les personnes sans faire mal, et surtout qui, psychologiquement, qui discutent, qui essayent de comprendre, qui essayent d'expliquer les choses, et pas tout de suite d'aller à l'affront, on va dire. J'ai un truc, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie, et je l'ai déjà raconté au moins, je te jure, à 50 personnes dans mon entourage, et c'est toi qui me l'as dit. Un coup, on était... je pense que c'était pas à la soirée du Nouvel An, quand on travaillait ensemble. Ouais. Il y avait un groupe, mais qui était totalement déchiré. Mais vraiment déchiré. Ils faisaient pas de problème. Ouais. Mais en fait, tu te demandais juste, il y a un moment, à quelle heure ils voulaient bien vouloir partir. Ouais. Justement. Et en fait, je te dis, mais sinon, Arnaud, appelle ta sécu. Genre, ils les mettent dehors et c'est réglé. Et tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit, écoute, Simon, si eux, ils sont déchirés, c'est que moi, j'ai bien fait mon job. Parce qu'en fait, mon but, c'est de leur vendre de l'alcool, c'est là-dessus que je gagne de l'argent. Donc, je vais pas ne pas les respecter parce que je leur ai vendu de l'alcool. Oui. C'est moi qui leur ai vendu. Donc, oui, mon métier, c'est de les respecter quand ils arrivent chez moi. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et de m'assurer, et tu m'avais dit ça, qu'ils repartent en vie quand ils rentrent chez eux. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. En fait, il dit, tu peux pas dire, ouais, toi, t'es saoulé parce que t'es bourré, tu me saoules. C'est moi qui t'ai vendu l'alcool. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Et j'avais trouvé ça vachement bien. Je trouvais que tu avais déjà un super regard. Ouais. Et du coup, la question que j'ai pour toi, c'est plus compliqué de gérer les gens que tu fais pas rentrer alors qu'ils voulaient rentrer,
ou les gens qui veulent plus sortir quand toi t'attends juste qu'ils sortent? Non, c'est plus compliqué de gérer les gens qui veulent rentrer que toi tu laisses pas rentrer. Ouais. Les gens qui on va dire qui ont un peu trop bu et qui sont un peu déchirés en fin de soirée, au bout d'un moment, voilà, on arrive quand même à les mettre dehors. Ils sont pas, voilà, gentiment, on pousse les gens vers la sortie. Ça, c'est pas un souci. Mais après, comme tu dis, c'est nous qui leur avons vendu l'alcool, qui s'amusent, qui sont un peu bruyants, qui sont un peu foufou. Bon, bah voilà, ils sont en boîte de nuit. Tant qu'ils sont respectueux des autres, qui cherchent pas les problèmes, les choses comme ça. Bon, ben voilà quoi. Mais non, c'est plus compliqué de gérer les gens dehors qui veulent rentrer qui peuvent pas rentrer. Après, les gens voilà qui sont un peu déchirés en fin de soirée, bon, ça se gère, c'est jamais très méchant, Le club, tu l'ouvres en 2012. Oui. À l'époque, moi j'ai cette image, donc moi de 2012, j'ai 15 ans, 16 ans, 15 ans, 93, 7, 2000, non en plus, 19 ans. Oui. J'ai 19 ans en 2012. À l'époque, je vois comme l'endroit où je ne rentrerai jamais. Ah oui, en fait, d'accord. tu as réussi à avoir une image tellement haut de gamme et sélective, en fait, que moi je me suis dit, bah, moi je suis pas du genre costard, cravate, chaussures, etc. Oh, mais c'était pas. Ouais. Mais c'était pas. Mais en fait, tu as tellement travaillé ta communication. Je me rappelle des videurs avec. Enfin, des physios, des portiers avec les doudounes, logoté club. Ouais. Où est-ce que tu vas chercher ton inspiration? Parce qu'à l'époque, quand tu arrives avec le club, tu es un ovni. Je pense que. Je sais pas si tu en as conscience. Non, enfin, je sais pas, je suis un ovni, mais. Mais en fait, tu arrives avec une qualité de service. Oui. Les décorations sur les tables, les personnalisations sur les tables pour les anniversaires, les offres avec la pyramide, avec les premiers shows, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tu es un ovni parce que tu travailles tes rituels de service, tu as une communication qui est travaillée de l'entrée de la boîte de nuit à quand on arrive chez un pas. Tu fais vivre une réelle expérience à ton client. Je pense que c'était ton but. Oui, bien sûr. C'est que le client vive une expérience, exactement. Et où est-ce que tu vas chercher cette inspiration-là à ce moment-là? Parce que ça se fait pas à Metz. Non, ça se fait. Non, c'est vrai qu'à Metz, bon, ça reste un peu. Tout le monde reste un peu sur ses acquis, donc voilà, on cherche pas trop à innover, puis ça marche comme ça. Donc pourquoi changer les choses? Mais moi, c'est vrai que j'ai la chance de beaucoup voyager, notamment aux États-Unis, et j'ai rien inventé. Moi, je me suis inspiré de ce que j'ai vu là-haut, que ce soit à Miami ou à Vegas. Alors, on peut pas prendre ce qu'on voit là-haut et faire la même chose ici. C'est pas possible parce que les cultures sont différentes, les populations sont différentes et les moyens sont différents. Mais il y a des petites choses qu'on peut prendre. Et d'avoir des hôtesses à l'accueil qui vont placer à la table, d'avoir des tables personnalisées, les rituels de service. Il n'y avait pas trop ça à l'époque, les rituels de service. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont des rituels, ils ont des choses incroyables. Et donc, aux États-Unis, ils savent faire vivre une expérience aux gens. C'est-à-dire que les gens, bon, ils payent une certaine somme, mais ils vivent quelque chose. Ils s'en souviendront toute leur vie. Et moi, je me suis inspiré de ça et j'ai essayé, à un niveau moindre, bien évidemment, de le faire au club. Comme tu dis, avec les doudous logotés, je répète, les hôtesses, les serveuses qui sont toutes habillées pareil, avec une tenue sympa, les serveurs pareils. À l'époque du night, les serveuses, elles venaient en jean avec un croc qu'elles avaient chez elles, c'était leur vêtement, tu vois. Alors que là, j'achetais des tenues pour qu'elles soient toutes pareilles, nickel, bien, et pas qu'il y en ait une qui me dise « Ouais, mais j'ai oublié mon truc, mon jean, j'avais que ça. Hein, » Donc voilà, mais je me suis inspiré de ce que j'ai vu aux États-Unis. C'est plus cher de sortir aux États-Unis que de sortir en France? Oui, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. C'est incomparable. Après, on peut toujours trouver des petits bars, des choses comme ça. Mais si tu vas vraiment en club, ça coûte très, très cher. Ça coûte très cher. Et tu penses que c'est justifié, effectivement, par rapport à l'expérience que tu vis? Tu as l'impression d'en avoir pour ton argent quand tu sors aux États-Unis, généralement ou... Si tu vas dans un gros club, je trouve ça les vaut. Ça les vaut, le prix des bouteilles est nettement plus élevé, mais c'est vrai que tu vis quelque chose, même moi pourtant j'en ai vu, et il y a encore 1 an ou 2 quand j'étais à Miami, je sortais souvent dans un club, et à chaque soir je me disais, mais ils s'arrêteront jamais, c'est pas possible, c'est un truc de malade mental. Ils vont de plus en plus loin, de plus en plus haut, et moi j'estime que c'est le juste prix, c'est cher, c'est clair, mais... ça les vaut parce que tu vis quelque chose d'incroyable. Et peut-être aussi parce que tu connais le back-office et l'orga que ça demande. Bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'orga, moi je me rappelle, tiens, ce qui est bien, c'est que vu que finalement j'ai fini par venir dans ton club et je me suis jamais fait refouler une seule fois. Tu vois comme quoi t'es parti avec des mauvais a priori. Des a priori. Et alors du coup, j'ai été gros client et puis après on a travaillé ensemble. Ouais, bien sûr. Partenaires, on collabore, etc. On parle d'organisation, de quand est-ce qu'il s'arrête, etc. Moi j'ai une vraie question.
si on peut revenir sur un moment, je trouve, historique du club, comment tu arrives dans ton club de 600 personnes à me ramener un DJ Snake qui fait Turn Down for What, qui explose tout, qui remplit 100 000 personnes en festival et qui se retrouve dans un club à Metz alors que la veille, il était à Ibiza, au Pacha. Pourquoi ? Parce que j'étais au Pacha le soir à Ibiza. D'accord. Et qu'en fait, il venait chez toi le vendredi. Et que moi, j'y étais parce que je travaillais à l'époque au Night à Thionville, que tu avais revendu. Moi, j'ai travaillé en tant que DJ. D'accord. Et en fait, on était parti à Ibiza avec donc, Julien Fischer, que tu as dû connaître. Oui, bien sûr, Julien, bien sûr. On était parti à Ibiza et on a vu Snake le jeudi soir. Et le lendemain, il prenait le jet et il venait, à Metz. Comment on fait un DJ Snake dans un club de 600 personnes ? Ça a été un coup de chance, en fait. C'était un coup de chance parce que à ce moment-là, Snake, il arrête pratiquement tous les clubs en France. Il fait l'Amnésia au Cap d'Agde. Il continue l'Amnésia au Cap d'Agde. Je crois qu'il fait le Yo-Yo à Paris encore. Et c'est tout. Et moi, j'arrive dans vraiment une période charnière, en fait. Je veux dire, à une semaine près, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et je suis rentré en contact avec son agent. Il m'a dit, écoute, si tu veux faire Snake, tu peux le faire. Normalement, il ne fait plus de boîte de nuit. Mais là, il peut encore faire quelques-unes. C'est telle date. C'était le prix. C'était le prix, exact, c'est vrai. Mais si tu veux, c'est pas qu'une question de prix, parce que DJ Snake, il est tellement haut. Je veux dire, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a eu un ensemble. En fait, les planètes se sont alignées et j'ai eu de la chance. Et j'étais, à part comme je disais, l'Amnésia au Cap d'Agde et Club à Paris, j'étais un des derniers clubs, on va dire des petits clubs de province. Où il a joué, quoi. Il a joué. Pourtant, il est venu il y a des années. Enfin, je vais parler il y a des années. Mais ouais, quelques années avant, il était aux loges. Il était aux loges. Il a été encore avant au TIFF, mais il n'était pas connu, connu du tout. Mais voilà, il y a eu à l'époque, c'est DJ Snake King of Club. C'était son. Peut-être, son truc, tu vois. Mais c'était un DJ parisien qui marchait bien, qui faisait la bonne zik, quoi. Et donc voilà, j'ai eu de la chance. J'ai tombé au bon moment, voilà, le bon jour, et voilà. Mais ça a été beaucoup de chance. Sincèrement, il n'y a pas eu de recette miracle. Ça a été un coup de chance que j'ai eu, ça c'est clair. Il y a eu, parce que là, du coup, on sait que tu as fait DJ Snake. Il y a des artistes que tu as voulu, que tu n'as pas réussi ou que tu n'as pas pu avoir. Ouais, alors il y en a. Alors, il y a prescription, on peut en parler. On peut en parler, mais en plus, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Mais ah ouais. En fait, moi j'aime bien la musique électro. Et à l'époque, il y a Martin Garrix qui sort Animals. Mm-hmm. Bon, il fait une musique, le DJ, Martin, je crois qu'il a 17 ans ou 18 ans, un truc comme ça. Et des DJ qui font une musique et qu'on n'entend plus, tu vois, qui font un titre qu'on n'entend plus, il y en a plein. Et à l'époque, je sais plus, il y a une boîte une boîte de DJ je dis qui vend, mais qui book des DJ électro et tous les trucs, Ocean Drive, tous ces trucs-là, tu vois, à l'époque. Et ils disent, écoute Arnaud, on a un DJ, un jeune, Martin Garrix, il a sorti Animals, est-ce que ça te dit de le faire ? Incroyable. Et je dis, mais laisse-moi tranquille, le machin, il va faire une musique, on n'entendra plus parler. Je dis, non, mais oublie-moi, je dis, mais c'est combien ? Il me dit, c'est 12 000 €. Je dis, mais t'es malade, vas-y, n'importe quoi. Et Martin Garrix, donc il fait des petits clubs de province comme ça, machin truc. Et après, il sort un deuxième titre, puis un troisième. Et là, il fait les festivals et tout. Je dis, putain, mais je suis vraiment un mongol quand même. Je dis, en plus, je suis allé le voir. À Tomorrowland non, pas à Tomorrowland, mais je l'avais vu à Miami, à l'UMF. Je l'avais vu à l'ADE à Amsterdam. J'étais le voir 2 fois. Et j'ai envie de le faire au club, en fait. Et je remplis le truc pour, je ne sais plus comment on appelle ça, tu fais une proposition, ils te disent tout ce qu'il faut, voilà, tout ça. Je leur envoie un truc, et alors je mets une somme, pour moi c'était énorme, tu vois. Ouais. Et j'ai jamais eu de réponse. C'est clair, j'ai jamais eu de réponse. J'étais dans son truc, son agent officiel, quoi. Et j'ai jamais eu de réponse. Et pourtant, je te jure que j'avais proposé une très grosse somme. Et on m'a jamais répondu. Alors que j'aurais pu l'avoir quelques années avant, il serait venu pour 12 000. Que 12 000. Après, les gens vont dire 12 000, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ouais, mais ce que je veux dire, par rapport à ce que maintenant un Martin Garrix vaut, il vaut peut-être 150, 200, peut-être 300, tu vois. Ouais. Et à l'époque, pour 12 000 €, j'aurais pu avoir Martin Garrix au club, tu vois. Comme quoi, j'ai pas eu le nez fin sur le coup, là. Mais voilà, c'est le DJ que j'aurais bien aimé faire et que malheureusement, j'ai loupé le coche. Et puis après, c'était fini, quoi. 2012, tu ouvres le club, tu le gardes jusque 2017. Juin 2017, oui. Pourquoi s'arrêter en 2017 ? En plus, si je peux me permettre, tu vends un club
qui cartonne tous les week-ends. Ouais, non, j'avais pas à me plaindre. Hein. T'étais fermé le vendredi, mais. Ouais, bien sûr. Non, mais ça marchait très bien et j'ai pas revendu parce que ça marchait plus. J'avais. Pendant la période du club, j'ai toujours regardé un peu s'il y avait des affaires à vendre ou des petites boîtes, des petits bars ou des petits restos à Miami, en fait. Et puis j'ai toujours regardé, j'ai jeté un coup d'œil, mais sans aller plus loin, en fait. Le rêve d'enfant est toujours là. Le rêve d'enfant est toujours là, mais il m'avait jamais quitté. Hein. Et un jour, je tombe sur un site, ça s'appelle Biz Buy Sell, Miami, et je tombe club à vendre à Washington Avenue, South Beach, en plein dans le quartier Art Déco. Et ils vendaient ça $230 000. Donc ça, à l'époque, ça faisait peut-être 200 000 €, un truc comme ça. Le fonds de commerce. Le fonds de commerce. Un loyer pas excessif, tout ça. Je vais regarder et puis je prends contact avec un... Parce que si tu veux, là-haut, tu peux pas acheter en direct. Tu dois passer par des brokers et tout ça. Par des agents. Voilà, des agents immobiliers. Oui, voilà, agents immobiliers. Et je tombe en contact avec un Français. Et je lui dis, bah, écoutez, j'ai vu qu'il y avait un petit club à vendre, un petit bar-club à vendre à Miami. Vous êtes sur place. Est-ce que vous pourriez prendre rendez-vous avec l'agent du vendeur? J'aimerais bien le voir. Ok, pas de problème. Il me rappelle 2 jours après, il me dit, écoutez Arnaud, si vous voulez, dans 3-4 jours, on peut voir le club. Moi, je prends l'avion, je vais à Miami. C'était en février, février 2017. Je vais à Miami, je visite le club, machin. Je rentre ici, je dis, je vais le prendre. Je vais prendre ce truc-là. J'avais une maison ici, j'avais le club et tout ça. Je dis, je vais faire cette affaire, donc maintenant, il faut que je vende tout, en fait. Okay. Et donc, j'ai revendu, j'ai tout revendu, la maison, le club, et je suis parti en juin 2017 à Miami. Et j'ai eu les clés du club de Miami en juillet 2017. C'est facile de se lancer dans le business aux États-Unis? Est-ce qu'il y a encore ce American Dream qui existe? Est-ce que même l'accessibilité pour un Français est facile? Ouais, la première chose à faire, c'est de demander un visa. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai demandé un visa investisseur. Comme j'ai acheté une affaire, ça me permettait d'avoir ce visa qui était valable 5 ans, qui est un peu moins maintenant. Et, mais après, une fois qu'on a le visa, c'est comme dans n'importe où. Hein, on achète le fonds de commerce. Et puis après, il faut faire les déclarations en mairie. Il faut avoir l'autorisation pour la full liquor license, comme une licence. D'accord, licence 4. Une licence 4, voilà. Comme une licence 4. Mais une fois qu'on fait toutes les démarches, qu'on est dans les clous, c'est comme tout le monde, quoi. Alors, c'est peut-être un peu plus long parce qu'en tant que Français, on n'a peut-être pas les bonnes connexions, on n'a pas les bons réseaux. Moi, j'étais pas super bon en anglais, donc au début, c'était un peu spécial. Mais j'avais trouvé un Français, mon avocate était française, parce qu'au début, c'est plus simple. Donc, tu t'entoures de Français parce que moi, tu comprends, et donc eux, ils t'aident là-dedans. Mais après, ça se fait, c'est pas plus compliqué. Mais c'est plus long parce que voilà, t'as pas les bons réseaux, t'as pas les bonnes méthodes. Nous, on arrive en tant que Français, alors que ils te calment direct en disant oh, t'es gentil, tu vas te calmer. Maintenant, il faut que tu fasses ça et ça. Bon, le Français, là. Et donc voilà, mais une fois que t'as compris après leur manière de fonctionner, et une fois que t'es dans les clous et que t'as tout compris, après, ça va. Mais il faut se mettre dans la... C'est compliqué. Du coup, tu repars, toi, tu vends tout et tout ici. Ouais. Tu vas seul. Oui. Là-bas. T'as pas de contact, pas de connexion, non, donc t'as eu ton avocate. Oui, après j'ai sur place. Ouais, voilà, mais en fait, t'arrives seul. Ouais. Et tu prends un appartement. Ouais, je prends un appart. Je prends un appart à downtown. Et là, il faut se créer un réseau, des amis. Tu repars de zéro, en fait. Ouais. Tu fais un reset dans ta tête et tu dis maintenant, je repars de zéro. C'est une nouvelle vie, quoi. Complètement nouvelle. Si demain, tu rencontres quelqu'un qui s'apprête à faire la même chose, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Bonne question. Les conseils, c'est déjà... si dans sa tête, c'est d'y aller parce qu'il dit j'y vais que parce que je veux gagner beaucoup d'argent, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut y aller parce que tu as envie d'y aller, parce qu'au fond de toi, tu as envie d'y aller. Je conseille d'y aller, si tu veux reprendre une affaire, d'avoir de la trésorerie. Parce que si tu es un peu juste, tu sais toujours que tu vas avoir des galères, que tu vas avoir des choses qui vont arriver, des choses auxquelles tu ne penses pas. Et donc, il faut avoir un peu de trésorerie. Si tu es juste, ça va être compliqué. Il faut prévoir un peu large, quand même. Il faut prévoir un peu plus large. Et puis, je lui conseillerais, après... Pour rencontrer des gens, qu'est-ce que tu fais? Le soir, tu fais quoi? Tu descends dans le bar en bas de chez toi? Tu parles à des gens, tu dis bonjour, je suis français. Ouais, après, tu vois, comment je pourrais dire ça?
tu vas rencontrer une personne qui va te faire rencontrer d'autres personnes. Donc, ça se fait un peu, ça se fait petit à petit. Et puis, tu vas rencontrer, par exemple, moi, je prends l'exemple d'un groupe de Français, et puis, au fur et à mesure, tu vas tisser tranquillement ton réseau, tu vas tisser un peu ta toile. Mais après, tu n'as pas le choix, il faut sortir, il faut aller voir des gens. Les gens vont pas venir chez toi, dans ton appart. On va être ton pote, viens, on fait quelque chose. Hein. Donc, il faut sortir. Il faut sortir, te faire un réseau, aller voir les gens, discuter avec les gens. Et après, les Américains, ils sont hyper ouverts. Donc, j'allais dire, je pense que c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile parce que là-haut, si tu es tout seul, tu vas dans un bar, c'est sûr que tu vas avoir un Américain ou qu'un machin, il va venir te parler. Il va dire, viens avec nous. Alors, il dit, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? C'était à 99%, c'est certain. Okay. Tu ne seras jamais tout seul à un bar et personne ne viendra te parler. Ça, c'est impossible. Incroyable. Ça n'arrive pas. Je pense que si demain, j'ai tout seul à un bar à Metz, je peux rester 5 heures. Je pense, oui. Je pense que tu as peu de chances que quelqu'un vienne te voir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Viens boire un coup avec nous. Ça, il y a peu de chance. Alors que là-haut, si tu es seul à un bar, tu es sûr qu'au bout de 5 minutes, tu as quelqu'un qui va dire mais tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Viens, on boit un verre ensemble. Ça, c'est à 99%. Quand tu arrives à Miami, tu reprends ton club, tu as des travaux à faire? Ouais, je repars pareil. Mal. Alors, ça a été mon erreur, mais je recasse tout. Et je refais tout. Je fais comme au Night, comme au club, comme à Alexis. Ouais, okay. Mais là-haut, si tu veux, c'est compliqué parce que la construction à Miami Beach, c'est même pas Miami. Miami, c'est un peu plus soft, on va dire, mais Miami Beach, c'est un peu plus compliqué. Mais tu repasses un permis, donc c'est comme si tu refaisais un truc de rien en fait. Okay. Tu repasses permis de construire, c'est même pas une demande de travaux, c'est un permis de construire parce que tu refais toute la plomberie, l'électricité. En plus, c'était un vieux bâtiment qui doit avoir 60 piges, donc tu pars dans des délires tout en bois. Alors en plus là-haut avec le feu. C'était déjà un club avant. C'était déjà un club, c'était un club reggae. Ok. Club reggae, les gens le dimanche ils fumaient les jokes et tout. L'odeur quand t'as vu. L'odeur, c'était infâme, C'était un truc qui a eu son succès, ça avait ouvert en 96, qui a eu son succès. Il y avait Prince qui était venu et tout ça. C'était un club de jazz, de musique en fait, avec des petits groupes et tout ça qui jouaient. Et puis après, ça s'est transformé en club de rap, club de hip-hop, reggae, tout ça. Et mais bon, c'était pourri, c'était infâme. C'est pour ça que ça valait, j'allais dire 200 000 € avec le prix de la full liquor license. La full liquor license, maintenant, rien que ça, maintenant, à South Beach, ça vaut 380, 400 000 $. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ah oui, c'est comme en France, tu t'achètes la. Avec le. Ouais, exactement. Okay. Et donc voilà, je repars de zéro, je casse tout, et puis là, je pars dans des travaux, mais là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que. Dans les années 60, 70, 80, il y a tellement n'importe quoi a été fait dans la construction à Miami que maintenant ils sont hyper stricts. Okay. Et donc ils sont, dans chaque phase des travaux, tu as des inspections. C'est-à-dire quand tu finis l'électricité, tu as une inspection. Quand tu mets le BA13 au mur, ils viennent vérifier que les vis, elles ont un espace de je ne sais plus combien. Ouais. Bref. Donc tu pars dans un délire et moi j'ai eu 182 inspections. Tu as eu 182 inspections? Ouais, 182 inspections. En combien de temps? En 1 an et quelques mois. Tu te rends compte? Tous les 3 jours, t'avais tous les 3 jours, il y avait un truc. Tu peux pas refermer le sol si ça, c'est pas fait. Enfin, mais après, bon, voilà. Et ça, tu es obligé de le faire parce qu'ils contrôlent, c'est tout dans l'informatique. Donc, tu peux pas continuer à construire, à tes travaux si tu n'as pas l'inspecteur qui a validé ça et ça et ça. Donc ça, c'était compliqué. Donc, tu mets 1 an et demi à sortir. 1 an, voilà, 1 an et demi à sortir entre. Du moment où j'ai le truc, où j'ai ouvert, ça va 1 an et demi, ouais. Ça s'appelait Jazid? Jazid, j'ai gardé le nom. C'était le nom du club? C'était le nom du club en 96, parce que c'était un peu un club iconique, il n'y avait pas tous les clubs qu'il y a maintenant. Et c'est vrai que Jazid, à l'époque, ça parle aux locaux, en fait. Ça parlait aux personnes de Miami. Et donc j'ai gardé le nom Jazid. Comment se passe, tu dis ça parlait aux locaux, comment ça se passe l'arrivée d'un Frenchie qui ouvre un club à Miami? C'est bien reçu, il n'y a pas de souci là-dessus? Ouais, non, franchement, sincèrement, j'ai pas eu de souci par rapport à ça. Il y a de la concurrence à Miami? Ouais, à Miami, t'as tous les grands groupes qui sont là, t'as tous les gros propriétaires de boîtes de nuit des États-Unis qui sont là, même. Tu leur fais pas peur? T'es trop petit? Non, moi je suis comme ça, moi je suis rien. J'étais rien du tout, donc non, ça change rien rien pour eux. Combien de personnes ont mis dans Jazid? Alors Jazid, si tu veux, là-haut, les autorités sont assez strictes par rapport au nombre de personnes que tu as dans le club. C'est-à-dire que tu as
à l'entrée du club, tu as ton occupancy, c'est le nombre de clients que tu as le droit d'avoir à l'intérieur. En même temps, ok. En même temps, ouais. Et si tu veux, donc les fire marshals, c'est ceux qui contrôlent les issues de secours, tout ça, ils peuvent passer n'importe quand dans la soirée ou dans la semaine. Ok. Et moi, alors, mon occupancy au maximum, j'avais droit à 104 personnes. 104 personnes maximum dans le club. C'était mon Et ils passent tous les soirs ou... Non, ils passent pas tous les soirs, ils passent de temps en temps. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir les cliquets pour mettre le nombre de personnes qui rentrent, qui sortent et tout ça. Mais ils regardent. Alors, si tu as 120, 130, ça passe. Mais si tu as 250 personnes au lieu de 100, là, par contre, ils te font fermer, ils te mettent violation sur la porte, ils te ferment le truc et basta. Comme à la télé. Comme à la télé, exactement. Et quand tu as ouvert le night à l'époque, tu t'entoures d'Olivier parce qu'il connaissait mieux les boîtes de nuit que toi. Tout à fait. Quand tu vas à Miami, tu te dis pas à un moment, je vais trouver un associé, je vais trouver un bras droit, je vais trouver quelqu'un qui connaît des gens de Miami, qui peut-être parle mieux anglais que moi au début, qui connaît aussi parce qu'il doit y avoir des lois qui doivent être peut-être différentes sur l'alcool, ça n'a rien à voir, tout à fait. Comment je me suis posé la question. Ouais. Je me suis posé la question et je me suis juste posé la question. Voilà. Ouais, j'ai pas franchi le pas en me disant je vais prendre un associé, mais je vais pas prendre un associé qui va avoir des parts dans la société. Donc, mais c'est pour ça que après j'ai eu 2 avocats, un Américain et une Française. Parce que je viens d'avoir un Américain parce qu'ils sont quand même plus précis dans les textes de loi et tout ça, ils sont un peu plus précis. Et puis au tout début de Jazzid, à l'ouverture, j'ai quelqu'un de Metz qui avait des restaurants à New York, qui avec le Covid est redescendu sur Miami parce que nous on était ouverts, alors qu'à New York tout était fermé. Et puis je le vois, on mange ensemble, et puis je lui dis écoute, si ça dit, travaille avec moi au début, même si c'est 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et puis voilà quoi. Et on a bossé comme ça quelques mois ensemble au Jazzid. Ouais. Il n'était pas associé, mais bon, il m'a donné. Il y a un médecin qui a des restaurants à New York. Ouais. Génial. Comment il s'appelle? Mario. Mario qui avait des restaurants à New York. Là qui fait autre chose maintenant. Mais qui a eu pendant plusieurs années plusieurs restaurants à New York, exactement. Restaurants français? Restaurants français? Des restaurants. Après, il faut toujours mettre un peu la sauce américaine. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais les restaurants est plutôt typé français, Tu parles de la sauce américaine, super intéressant. Du coup, quand toi, tu ouvres un club aux États-Unis, tu te dis pas, ta merde, il y a 5 ans, j'allais m'inspirer des clubs américains pour ramener ça en France. Ouais. Et maintenant, il faut que j'aille aux États-Unis pour faire des clubs américains mieux qu'un Américain dans la taille de mon club. Et là, du coup, tu la cherches où ton inspi? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te dis Dans le show, dans tout ce qui est visuel, c'est compliqué de faire mieux que ce qu'ils font. Donc, je ne peux pas me battre là-dessus. Alors, j'étais plus sur tout ce qui est décoration. Décoration et... Vas-y. Et puis, un peu, un savoir-vivre un peu à la française, rapporter un peu une petite touche française à tout ça, quoi. Ok. C'est intéressant. Tu fais Jazzid, donc ça ouvre en 2014? Non, 2017, tu ouvres. Non, on ouvre... j'ouvre en 2019, ouais. Covid. 2020, ouais. Covid. Tu fermes? Ferme, mais pas longtemps. On a eu la chance de ne pas fermer longtemps, on a fermé 2 mois. Ok. Et après, pourquoi est-ce que Jazzid s'arrête? Alors, j'ai voulu changer du quartier Art déco de Miami. C'est le quartier touristique de Miami. J'ai voulu changer de quartier parce qu'après le Covid, c'était devenu, je trouvais, un petit peu ghetto, un peu pas mal fréquenté, mais c'était devenu un peu spécial. Et j'ai cherché une affaire dans un autre quartier qui s'appelle sur Wynwood et à Brickell, quartier plus de locaux, avec quartier d'affaires, avec une clientèle un peu plus donc là, tu revends Jazzid? Là, je cherche une affaire. Donc j'ai toujours Jazzid. T'as toujours Jazzid, ok. J'ai toujours Jazzid. Donc je cherche une affaire, je suis sûr à quelque chose, et je suis pratiquement sûr à 90% de signer cette affaire. Donc je vends Jazzid. Ouais. Je vends Jazzid à des Français. Le problème, c'est que l'affaire, elle se fait pas. Donc je me retrouve sans affaire. Ok. Et mon visa dépend d'une affaire. Ok, d'accord. Donc les autorités américaines me disent, Monsieur Nicolas, on a vu que vous avez vendu Jazzid. Votre visa dépend de Jazzid. Si vous ne prenez pas une affaire dans mon domaine... Dans un club ou... C'est restauration, hôtel, club. Ok. Il va falloir partir.
Voilà. Ah, ok, on vient de chercher, quoi. Alors, à ce point-là, j'aurais pu rester illégalement là-haut, mais je reçois une notification avant le 27 décembre 2023. Si vous n'avez pas d'affaires, il faut partir. Je cherche des affaires, machin. Moi, je m'étais dit, je vais racheter un Lavomatic. Ok. Mais on m'a dit, l'avocat, il me dit, non, ça marche pas. C'est pas ton domaine de compétence, pas de Lavomatic, rien. Une boîte à pizza automatique. Mais je m'étais dit, je suis prêt après n'importe quoi, je m'en fiche, en fait. Ouais. Et il m'a dit, non, ça marche pas comme ça, il faut vraiment que tu retrouves un truc, restaurant, hôtel, bar, boîte de nuit. Je trouve rien. Et un mois avant, pas le choix, il faut partir. Donc là, on refait donc là, retour aux sources. Retour aux sources. On rend l'appartement. Rends l'appartement. Je revends sur Facebook Marketplace. Là, je revends mes meubles. Ok. Et puis voilà, je prends mon billet d'avion et de retour à la case départ. Exactement. Le cœur lourd. Ouais, ça a été compliqué. 3-4 mois, ça a été dur. C'était très dur. Ouais. Ok. Mais dans la tête, on en est où au niveau du rêve? On veut y retourner? J'aimerais bien y retourner, ouais. J'aimerais bien y retourner. Après, on verra bien de quoi l'avenir sera fait, mais c'est vrai que au moins j'aurais réalisé mon rêve. Et ça, j'estime, pour moi en tout cas, ça n'a pas de prix. Et l'avenir le dira. Maintenant, je me suis réinstallé ici. Voilà, je suis sur d'autres choses. Mais j'aimerais bien y retourner quand même. Parce que c'est un pays qui manque, c'est clair. On peut le dire, on peut dire ce qui se passe un petit peu à Metz en ce moment là. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc là, à Metz, tu prends une affaire? Ouais, j'ai repris. Alors j'ai pris c'est plus une boîte de nuit, c'est un petit bar à cocktail. Ouais. Donc le Saint-Germain, rue Sainte-Marie à Metz. Donc là, pour l'instant, je suis en travaux, je fais un peu de déco et puis voilà quoi. Puis voilà, plus une affaire un peu plus tranquille, on va dire. Avec une ouverture prévue. Mi-décembre. Ce serait bien. J'espère, je croise les doigts. On te le souhaite et on y sera tous. Avec grand plaisir, j'accueillerai avec grand plaisir. Et pourquoi pas venir reprendre une boîte de nuit? Tu t'es pas dit, tiens, je vais reprendre le club Non, je pense que j'ai fait mon temps. Et puis c'est plus... Comment dire? Je voulais quelque chose de plus tranquille. Ouais. La nuit, c'était extraordinaire. Ça a été 20 ans de ma vie, mais maintenant, je laisse la place aux autres. Je laisse la place aux autres qui savent certainement mieux que moi maintenant comment ça fonctionne. Arnaud, on arrive sur la fin de cette interview et déjà, merci pour ton temps. Avec grand plaisir. J'ai hâte de voir de quoi va venir et de quoi va devenir le Saint-Germain, pardon. Je vais te poser 2 dernières questions. Vas-y. La première, c'est est-ce que tu peux me raconter ton meilleur souvenir américain? Si tu as un moment que tu dois me raconter, je veux savoir pourquoi, à quel moment peut-être tu t'es le plus senti à ta place aux États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui tu as encore envie d'y retourner. Waouh, c'est compliqué. J'ai plein de souvenirs extraordinaires. On va dire, je vais en donner, comment je pourrais dire ça? Je vais peut-être en donner 2 qui n'ont rien à voir. Quand je suis arrivé là-haut, j'ai un Américain, je me suis lié d'amitié avec un Américain. Et on se connaissait depuis 2-3 mois. Moi, je venais d'arriver aux États-Unis, à Miami. Et il m'invite à Thanksgiving, dans sa famille. C'est Thanksgiving, là-haut, c'est sacré. Hein. C'est un truc famille, c'est plus que Noël, quoi. Et pour moi, ça m'a touché qu'il m'invite, alors qu'il me connaissait depuis 2-3 mois, que voilà, on a fait quelques soirées ensemble, qu'il m'invite dans sa famille à partager ce repas. C'était ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et puis un autre, plein de souvenirs extraordinaires. Je pense que l'ouverture de Jazzid, de me dire que j'ai réussi à faire quelque chose là-haut à Miami, de voir les gens, les Américains, s'éclater chez moi, dans le Dapi qui n'est pas le mien, de voir qu'ils vivent une expérience à Jazzid, et de les voir s'éclater, s'amuser. Ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Parce que je lui dis, j'y suis quand même arrivé. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé quand même. Ça, c'était extraordinaire. La deuxième question que j'ai à te poser, c'est si tu pouvais
choisir 2 personnes qui viendraient sur ce canapé pour me raconter leur parcours, leurs embûches, alors que ce soit peut-être une réalisable et une irréalisable, quelles seraient 2 personnes à qui tu voudrais absolument entendre leur histoire, ce qu'ils ont à raconter, comment ils sont allés au bout de leurs rêves? Qui ça serait? Waouh, qui ça serait? Qui inspire Arnaud Nicolas encore aujourd'hui sur son parcours, sur ce qu'il a fait? Alors j'aimerais bien... alors je sais pas, ça va peut-être faire cliché ou quoi que ce soit. Mais ça peut être des personnes connues, hein, c'est pas Bien des... sûr. J'aimerais bien connaître tout le parcours de David Guetta. Ok. Ouais, parce que je suis admiratif d'où il est parti et de la personne que c'est devenu et de ce qu'il fait. Et d'être là, au top encore, après 20-25 ans. J'aimerais bien, ouais, c'est quelqu'un que j'aimerais bien écouter. Et sinon, c'est une question difficile. Hein. À Metz, même, tu sais, des fois, il y a même des amis avec qui on parle pas assez de leur parcours, de comment est-ce qu'ils ont vécu certains moments de leur vie. Alors, je vais dire... après, c'est quelqu'un que je connais forcément très bien. Ouais. Et peut-être je connais pas exactement tout son parcours, parce qu'il il en parle peut-être pas trop, mais je dirais mon père, tiens. Ah ouais? Ouais. J'aimerais bien que mon père soit ici. C'est génial. Ben, l'invitation à l'entrée, d'ailleurs, j'avais déjà proposé à ton frère. Ah ouais, d'accord. Aussi. Ah ouais, ça peut être intéressant aussi, bien sûr. Sur la partie reprise de l'entreprise familiale. D'accord. Mais ouais, mon père, ça pourrait être intéressant. Même moi, je pense que j'apprendrai pas mal de choses. C'est clair. Merci beaucoup pour ton temps. Avec grand plaisir, Simon. C'est avec grand plaisir. On se voit très vite, j'espère, mi-décembre pour l'ouverture de Saint-Germain. Je te souhaite vous êtes les bienvenus, en tout cas. Ce sera avec grand plaisir. 4.0. On a hâte de voir déjà ce que tu vas y faire. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis merci personnellement de m'avoir fait danser, picoler et toujours rentrer en toute sécurité. Ah bah tu vois, c'est le principal. C'est principal. Il faut rentrer safe. Merci Arnaud. Merci à toi, c'est adorable.